Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission du Temps de comprendre, une émission, comme son nom l'indique, pédagogique et coproduite, proposée par la société d'actuariat conseil Galéa. Je suis en compagnie de Norbert Gautron, son président. Bonjour Norbert. Bonjour Jean-Charles, bonjour. Merci d'être encore avec nous et nous sommes accompagnés aujourd'hui par deux professionnels. Alors, je commence par Lisa Wilms, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, vous avez un cabinet de CGP qui s'appelle Engage Finance. Exactement. Voilà. Et Madame Delphine Pasquier, bonjour. Bonjour Jean-Charles. Vous êtes directrice du développement de Préparvie, du groupe BRED. Et nous allons consacrer cette émission au charme que nous avons dit trop discret du fonds croissance, parce qu'il nous semble très intéressant d'en parler, il nous semble très intéressant de mettre en avant cette formule. Tout ça pour permettre aux professionnels de l'assurance et surtout à commencer par les distributeurs, les conseillers, de mieux connaître ces solutions qui s'installent progressivement dans le paysage de notre épargne. Je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais je crois qu'ils sont assez bons. Au premier semestre 2022, on avait une collecte de 736 millions d'euros, 3 fois supérieure à celle enregistrée sur la même période il y a un an, en 2021. Et en termes d'encours, on est autour de 5,4 milliards d'euros, toujours à fin juin, la fin du premier semestre 2022. Et on peut dire que tous les grands assureurs, alors peut-être pas tous, mais tous les grands assureurs et banques assureurs ont en tout cas cette formule. Alors, donc ça se développe, c'est bien. Donc Lisa Wilms, vous faites partie, si vous êtes sur ce plateau, c'est que je suppose quand même que vous faites partie de celles et de ceux qui vendent ce contrat. Comme ça, très vite, ça vous plaît? Pour quelle raison le fonds de croissance, avant qu'on rentre dedans dans le... Oui, alors c'est effectivement un fonds qu'on commercialise beaucoup depuis presque 2 ans maintenant, parce que les clients, quand ils investissent sur un contrat d'épargne, ils restent généralement sur un horizon de long terme et ils n'ont pas besoin de cette garantie en capital au jour le jour comme le fonds en euros le propose. Et donc on arrive à générer une performance un peu plus élevée que le fonds en euros, tout en ayant une garantie en capital à terme, et donc c'est un produit qu'on aime bien et qu'on préconise beaucoup aujourd'hui. D'accord, donc ça c'est important et je suppose que ça va vous satisfaire Delphine Pasquier, puisque votre Préparvie évidemment propose ce type de fonds. Alors dites-nous comment, donc il a été réformé par la loi Pacte. On est bien d'accord, de 2019. On parlait avant d'euro-croissance et d'euro-diversifié. Alors, comment cette loi Pacte a transformé ce produit qui, nous le savons tous un peu, n'attirait pas les foules. Allez, disons-le comme ça auparavant. C'est vrai. En fait, c'était un produit qui était extrêmement complexe, puisqu'on avait une rentabilité qui était propre à chaque investisseur en fonction de la date d'investissement, en fonction du taux de garantie, en fonction de la durée d'investissement. Et donc, en termes de commercialisation de ce fonds, c'était extrêmement difficile de faire passer un message, de montrer une certaine lisibilité dans le fonctionnement. Donc la loi Pacte est intervenue en 2019 et là, effectivement, ça nous a vraiment simplifié la vie pour nous, assureurs, en matière de gestion des fonds croissance, mais également pour les investisseurs qui ont enfin une certaine lisibilité dans le fonctionnement de ce fonds, puisqu'on a une valeur liquidative qui est commune pour tout le monde, et en fait un nombre de parts qui est exprimé en fonction effectivement du montant investi par rapport à la valeur liquidative. D'accord. Avec un taux de garantie qui est spécifique effectivement pour chaque investisseur qui va de 80, 90 à 100%, et là on parle plutôt d'euro-croissance. D'accord, de capital, donc taux de garantie du capital à terme. Exactement. On est d'accord. Donc une garantie à terme, ce qui donne la possibilité pour l'assureur d'avoir une visibilité en termes de durée d'investissement, et la loi Pacte a permis également d'aller sur d'autres types d'investissements. Donc aujourd'hui, on peut aller par exemple beaucoup plus facilement sur du non-coté, du private equity, de l'immobilier non-coté, des fonds de dette, d'infrastructures, etc., etc. D'accord. Alors, si on rentre un peu dans le moteur, si ça a été permis, finalement, cette simplification, c'est parce qu'on a bougé un peu au niveau des provisions, n'est-ce pas? Alors là, je me tourne vers l'actuaire et rentrons dans ce moteur. Faites-nous comprendre ce fonds croissance et ces anciennes provisions, puis surtout ces nouvelles qui nous intéressent. Oui, alors comme Lisa et Delphine l'ont rappelé, déjà ça marche parce que les distributeurs, les assureurs s'en sont emparés et font bien le boulot. La mécanique derrière, comme ça a été rappelé, a été simplifiée. Il y a une garantie au terme, ça c'est le premier point. Et puis pour la personne, on lui dit voilà la garantie que vous avez au terme. En attendant, vous allez verser une prime. La prime va être convertie en nombre de parts quelque part et la valeur de la part va évoluer au fil du temps.
comme on a rappelé, donc c'est assez simple. Quelque part, c'est une grosse unité de compte qui est mise à disposition quelque part d'un assuré. Et de ce point de vue-là, il délègue son placement. Ça, c'est le premier point. Pour faire face à ça, l'assureur, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, d'abord, il va regarder la valeur de la part, il va regarder le nombre de parts, donc il va avoir une provision de diversification qui va correspondre à l'argent qu'il doit aux assurés si les assurés sortent tout de suite. Et puis, trimestriellement ou plus fréquemment, il va faire ses comptes. Il va regarder comment la valeur a bougé, comment les actifs ont performé en valeur de marché, ça c'est nouveau, on y reviendra. Et il va se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'augmente le nombre de parts? Est-ce que j'augmente la valeur de la part? Est-ce que je mets un peu d'argent de côté et on retrouve la fameuse PPE ou PPB qu'on connaît sur le fonds euro? Là, ce sera une provision collective de diversification différée. C'est un peu le même nom pour une sorte de PPE, oui. Une sorte de PPE, voilà. Une sorte de PPE, voilà. On peut lisser sur 15 ans, donc on peut mettre des choses de côté. Donc il pourra comme ça gérer, privilégier la génération qu'il souhaite, gérer comme il le souhaite la performance sur la durée. On y reviendra. Et puis, ça, sont les deux principales provisions. Puis l'assureur n'oublie quand même pas qu'il a fait une promesse à terme, et il va regarder à tout moment que l'argent dont il dispose, les provisions de diversification individuelles ou collectives, et les performances escomptées suffisent pour couvrir l'engagement qu'il y a au terme. Si ce n'est pas le cas, il y aura une provision, on va dire, un peu compliquée à mettre en place. Mais ça, c'est le problème de l'assureur. C'est pas forcément le problème de l'assuré qui, lui, comprend simplement qu'il a un nombre de parts, une valeur de parts, et que ça va être valorisé, ça va vivre sa vie tranquillement. Avec une garantie. Il n'y a plus de provision mathématique. Alors là, je m'embarque dans avant, il y avait une provision mathématique, une provision de diversification. C'était ce qui était très compliqué. Oui. Pacte à simplifier. Voilà. Il n'y a plus de. C'est beaucoup plus simple. C'est la provision de diversification qui est la provision phare. L'individu regarde. L'individu, voilà, c'est cela. Est-ce que on peut. Vous avez parlé d'une grosse unité de compte. Je sais que c'est souvent présenté comme ça. Moi, j'aurais tendance à dire, ça ressemble pas plutôt à ça s'apparente pas à un fonds interne luxembourgeois, un peu. Non, peut-être pas, parce que dedans, finalement, on a de la gestion financière et puis non. Alors vous avez quelque part un peu raison, effectivement. Vous allez me dire que j'ai tort. Non, pas du tout, pas du tout. Jamais. Vous avez raison dans le sens où effectivement, du coup, c'est automatiquement géré par l'assureur. Donc c'est l'assureur qui prend les décisions de gestion et c'est comme un fonds interne dédié luxembourgeois dans ce sens-là. En revanche, c'est assez différent d'un fonds interne puisqu'on a cette garantie en capital au terme qui n'existe pas par ailleurs. Voilà. Et en plus, non seulement on cumule cette garantie en capital au terme avec une valeur liquidative de marché et donc la faculté d'entrer et de sortir à n'importe quel moment. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que on cumule à la fois cet investissement sécurisé, géré par l'assureur, mais aussi cette liberté d'entrer et de sortir à n'importe quel moment. D'accord. Donc, par rapport à la gestion, justement, vous disiez, Norbert, la provision de diversification, comment est-elle gérée? Les provisions de... Est-ce qu'il y a une technique spécifique? Il y aura une technique, on va dire le savoir-faire de l'assureur, qui va vouloir lisser la performance. On n'est pas obligé d'avoir des bonnes nouvelles quand les marchés surperforment et des mauvaises par la suite. On va lisser dans le temps. Et puis, on va faire en sorte donc d'accompagner encore une fois les marchés. Donc, comme une PPE, mais avec toute la transparence qu'il faut pour pouvoir bien comprendre comment la richesse créée sur une période est utilisée directement pour les assurés ou mise en réserve pour lisser. Donc il faut regarder un petit peu le niveau optimal. Ça sera un point d'attention très fort dans le futur pour les épargnants, de voir le niveau de cette provision collective. D'accord. Et on est sur les mêmes modes d'allocation d'actifs, c'est-à-dire sur les mêmes unités de compte où on peut aller plus loin, ou bien c'est comme pour finalement on peut mettre non, au niveau d'un fonds en euros. Alors on a une seule et même gestion au sein de l'eurocroissance ou du fonds croissance. On va pouvoir diversifier la gestion en interne. On ne fait pas une gestion différente quelque part de la valeur liquidative, de la provision mathématique et de la PCDD. Une gestion globale. En revanche, cette PCDD, on va la piloter effectivement pour amortir les chocs de marché, puisque c'est ce qui va nous permettre de lisser une moindre performance des marchés financiers ou distribuer plus. On peut l'utiliser sur 15 ans, comme l'expliquait Norbert. Et c'est vraiment ça qui va être intéressant. Et notamment, c'est ce qui va aussi nous permettre de plus favoriser les investisseurs qui vont privilégier des durées plus longues ou une garantie moindre.
Parce que sinon, effectivement, la valeur serait la même pour tous. Je veux dire, c'est les mêmes actifs que l'on va retrouver. Et c'est cantonné, excusez-moi. C'est étanche, comment ça... Tout à fait. C'est étanche, c'est très important, c'est cantonné. Et ce ne sont pas tout à fait les mêmes actifs que l'on retrouve dans le fonds euro, puisque tout l'intérêt du fonds croissance, c'est cette liberté qui est donnée à l'assureur d'aller sur des actifs de diversification et d'aller prendre un petit peu plus de risques, puisque la garantie n'est accordée qu'à terme. Oui, donc de mon côté, comme on l'a rappelé, dans l'immobilier, dans l'infrastructure, donc dans le financement de la transition climatique, enfin beaucoup de choses. Oui, donc beaucoup de choses qui sont d'actualité. Lisa Vils, donc le fonds croissance, c'est facile à expliquer aujourd'hui par rapport à l'ancien. Oui, c'est facile, voilà. Quels sont qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme ça, les avantages et les inconvénients par rapport aux autres produits d'assurance vie, si on devait faire une comparaison Alors, par rapport au fonds en euros, par exemple, l'avantage pour l'épargnant, c'est d'aller chercher un peu plus de rendement que le fonds en euros qu'on connaît tous et qui aujourd'hui a des taux de rendement qui ne sont pas très élevés. Surtout dans le contexte actuel où les fonds croissance sont plus récents et il n'y a pas d'anciennes obligations des très anciennes obligations qui vont être impactées et l'opportunité pour l'assureur aujourd'hui d'aller acheter de nouvelles obligations qui vont avoir des rendements un peu plus élevés. Ça, c'est important comme aspect. Exactement. Il y avait des rendements plus importants en 2021 sur le fonds sur le fonds croissance que sur un fonds euro. Je sais pas si oui, bien sûr. Sur le vôtre, par exemple, on était sur des rendements... Entre 3,30 et 3,70 presque. D'accord, ok. Donc, aller chercher plus nouveau portefeuille de rendement, tout en ayant cette sécurité quand même du capital, puisqu'on a un capital qui est garanti à un terme qui est défini au moment de la souscription du contrat. Effectivement, l'inconvénient, ce serait qu'il n'y a pas la garantie en capital avant le terme qui a été défini. C'est-à-dire que si le client souhaite racheter son contrat au bout de 5 ans et n'atteint pas les 8 ans, 8, 12, 10, 12, enfin bref, il sortira en valeur de marché. Mais bon, comme le fonds est quand même géré à près de 80% comme un fonds en euro classique, la probabilité de perte en capital lorsqu'il sortira, enfin s'il sort avant le terme, elle est quand même relativement faible. Donc on est quand même sur un produit assez sécurisant pour le client, donc c'est quand même un avantage. Et puis par rapport à une UC classique, une UC action, un OPCVM action, il y a quand même la garantie en capital à terme, donc ça permet au client d'aller chercher plus de rendement, plus de rentabilité, tout en ayant quand même une sécurité, et donc pour son esprit, psychologiquement, c'est très intéressant pour lui. Avec un terme, je crois que c'est important. Exactement. Cette notion de bien dire que d'ailleurs de replacer l'épargne dans une vision de durée. Ici, je vous dis par exemple par rapport à un produit structuré. Est-ce que, parce que ça se vend beaucoup, les produits structurés, et on se dit finalement, mais avec un produit structuré, moi j'entends par-ci, par-là, on fait la même chose. Alors c'est vrai ou pas ? À mon sens, non, on ne fait pas la même chose. Déjà, le produit structuré, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se clôturer, se dénouer. Il peut très bien se dénouer dans 1 an, dans 3 ans, dans 6 ans ou dans 10 ans, on n'en sait rien. Alors que le fonds croissance, certes, on définit un terme au départ de garantie en capital. Rien ne nous empêche de sortir avant et on n'aura pas besoin, il n'y a pas si le fonds se clôture, un produit structuré au bout d'1 an, il faut replacer les sommes, retrouver un produit structuré ou une autre UC, un autre fonds. Là, c'est pas le cas. On a une gestion plus long terme, on a une meilleure vision, je trouve, sur le long terme du placement. Vous faites des produits structurés, vous ? Très peu. Très peu. Mais vous en faites. Et vous faites du fonds croissance. Et je fais beaucoup de fonds croissance. Ce que je veux juste entendre dire, c'est que c'est pas incompatible. Voilà, c'est pas incompatible. C'est comme le... On n'a rien contre les produits structurés, on le dit, mais c'était... contre le fonds en euro classique, ni contre les OPCVM actions classiques. C'est que, de toute manière, le fonds croissance s'intègre dans une allocation globale. Et on ne fait pas que du fonds croissance, ça va avec d'autres choses. Delphine Pasquier, maintenant, un peu la même question, mais le pendant, l'avantage et l'inconvénient côté assureur, puis Norbert pourra certainement réagir aussi, mais par rapport à un fonds d'euro classique, par rapport à la consommation de capitaux propres, par rapport à Solva 2, est-ce qu'il y a un avantage ?
entre autres, hein, mais d'autres sujets. Tout à fait. Oui. C'est vrai que c'est très important pour l'assureur. Un fonds euro classique est extrêmement consommateur de fonds propres pour l'assureur, alors qu'un fonds croissance l'est beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc, évidemment, ça permet à l'assureur d'accompagner beaucoup plus les clients, les assurés, dans ce type d'investissement. Et aussi, encore une fois, pour l'assureur, une plus grande liberté de gestion du fonds, d'investissement, pour aller chercher une meilleure performance à terme pour chaque investisseur. Même si, encore une fois, et c'est important de toujours le répéter, le fonds croissance n'est pas garanti au jour le jour. Et on n'est pas à l'abri, à un moment donné, qu'on soit en moins-value au titre d'une année, et puis en plus-value par la suite. D'accord, donc ça c'est plus... Norbert. En effet, on est en termes de... contrainte de solvabilité, pour parler de réglementation prudentielle, on est plus proche des unités de compte, puisque les garanties de performance intermédiaire sont supprimées, comme on l'a dit, comment dire, pour avoir une garantie à terme quand même. Donc on est plus proche de l'unité de compte. Sur les capitaux, oui. Je pense qu'on y reviendra. Sur les ressources pour l'assureur, on est peut-être aussi plus proche des unités de compte. Donc quelque part, ça tend un peu plus... Précisez-le maintenant, oui, effectivement, en fait, c'est ça. Sur les fonds euros, ce qui est intéressant, c'est de dire, pour bien comprendre les frais qui sont prélevés, il faut vraiment les regarder. Il faut regarder quelle est la participation au bénéfice, décortiquer la part des frais qui sont prélevés sur les primes, sur les arbitrages, mais aussi sur les produits financiers. Là, il y a une petite nouveauté, c'est clairement écrit qu'on peut prélever jusqu'à 10% de la performance financière. Ce 10% de la performance financière, c'est quelque chose qui est bien, qui est raisonnable, mais qui accroît les ressources de l'assureur et lui permet aussi de faire face à différents risques, en fait. Donc on a ce petit ballon de chargement supplémentaire par rapport aux frais habituels. Donc en termes de frais, je pense que ça va. En termes de capitaux, c'est allégé. Donc l'assureur trouve son compte. L'assuré aussi, puisqu'il a la garantie. Voilà, l'important, c'est au final de trouver un juste équilibre entre les deux. Mais c'est un produit qui est aussi intelligent en cela, puisqu'il motive les deux parties quelque part. D'accord, donc plus allégé. Je sais que peut-être vous ne rentrez peut-être pas dans ce détail-là avec les clients parce que... En termes de structure de frais, non, oui. On parle des frais du contrat, mais voilà. De toute façon, à mon sens, ce qui intéresse le client, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'il a sur le contrat à la fin de l'année. Hein. Oui, ça... Évidemment, je pense que le plus important pour le client, c'est le rendement net de frais, le rendement annuel net de frais. Au-delà de ça, évidemment, il faut quand même regarder les frais. L'assureur prend des frais de manière tout à fait classique. Ils ne sont pas majorés par rapport à des frais entre le fonds euro et les unités de compte. On s'y retrouve à peu près. Cette faculté de prendre 10% de la performance des produits financiers finalement du fonds, pour l'instant, est peu utilisée, voire pas du tout utilisée. Mais c'est une faculté pour l'assureur demain, effectivement, de gagner un peu mieux sur ce type de placement. D'accord. Et ça peut donc on est d'accord, ça rentre dans l'assurance vie. Est-ce qu'il y a un lien avec les FRPS ou pas, justement, par rapport à... Oui, ça c'est un point très important. C'est vrai que c'est un produit qui... peut-être une déformation personnelle, mais qui est vraiment bien fait pour préparer la retraite, en fait. C'est un produit qui a une garantie, une certaine échéance. La retraite, c'est quand même une certaine échéance. En général, on prépare quand même assez tôt la retraite. Il y a au moins 10, 15, 20 ans devant nous. Donc c'est un produit qui a beaucoup d'utilisation, mais la première devrait être la retraite. Oui. Et c'est vrai que d'un point de vue structure assurantielle, on va dire, pour couvrir la retraite, un tout petit peu dans la loi Pacte, on a eu ces fameux FRPS qui sont sortis, et c'est vrai que les FRPS sont des structures d'assurance, comment dire, particulièrement adaptées pour recevoir les produits de retraite, notamment ceux qui ont le fonds croissance. Donc oui, et de ce point de vue-là, les contraintes en solvabilité, donc pour connaître le montant des fonds propres, seront claires, seront, j'ai pas envie de dire allégées, elles seront normales, elles seront claires, compréhensibles et adaptées à un produit comme ça. Donc à l'arrivée, oui, le FRPS est un outil très adapté pour les produits retraite qui intègrent le fonds croissance. L'avantage, effectivement, c'est que quand on entre dans la catégorie FRPS, on va plus sur des normes de solvabilité qui se rapprochent de solvabilité 1 que 2. Et c'est ça l'intérêt. Évidemment, l'intérêt est là. En revanche, pour une compagnie d'assurance, ça demande quand même des développements relativement conséquents. C'est un investissement important. Toutes les compagnies d'assurance ne sont pas encore prêtes aujourd'hui à basculer en FRPS. Mais c'est vrai que le fonds croissance étant lui-même déjà un fonds cantonné, et que les FRPS doivent être cantonnés eux-mêmes. Donc ça facilite
quelque part le transfert futur du fonds croissance dans le cadre de ces structures. Alors un fonds pas plus chargé que les autres, hein, on est d'accord. Un fonds qui a effectivement au niveau de la retraite, hein, en matière d'utilisation, qui présente un intérêt. Justement, Lisa, dites-nous comment vous utilisez le fonds croissance. Est-ce qu'il y a des utilisations spécifiques pour lui? Alors, le fonds croissance, on l'utilise aussi bien en assurance vie. Oui. C'est pour nous une bonne alternative au fonds en euros dans le cadre d'un placement à long terme. Alors, effectivement, en fonction du profil de risque du client. Mais même sur des profils de risque dynamiques, une poche de sécurité est toujours la bienvenue. Donc on l'utilise aussi bien en contrat d'assurance vie que sur des contrats de capitalisation. Des contrats de capitalisation qui sont démembrés, enfin pour les personnes physiques, qui sont démembrés ou pas, ou qui sont utilisés pour justement le cadre de la transmission, puisque objectif de long terme, donc puisqu'on a un horizon de placement long terme, donc le contrat à transmettre ou à démembrer, et beaucoup aussi pour les personnes morales. Puisque comme c'est une UC, on peut aussi bien l'utiliser pour des personnes morales, patrimoniales ou commerciales. Et c'est très intéressant donc pour le placement de la trésorerie stable, puisque par définition, une entreprise qui a besoin de placer sa trésorerie, c'est qu'elle le fait sur le long terme. Et aujourd'hui, c'est la meilleure alternative qu'on a, avec d'autres produits bien sûr, mais au contrat à terme, en termes de rendement, sur le fonds croissance, on va avoir des rendements beaucoup plus intéressants. Et on essaie de développer aussi le fonds croissance sur les majeurs protégés. Alors il faut éduquer, avoir beaucoup de pédagogie auprès des mandataires, des associations et des juges des tutelles qui approuvent justement les placements. Mais à mon sens, c'est quelque chose qui serait très intéressant pour les majeurs protégés, les personnes sous tutelle, sous curatelle, parce que justement le fonds en euros ne va plus pouvoir générer du rendement suffisant pour leur permettre de vivre, et elles ont quand on place l'argent pour une personne protégée, on place sur du long terme, donc pour nous c'est un très bon fonds qu'on essaie de pousser pour ces populations-là. Format contrat de capitalisation, avec contrat des utilisations de démembrement de propriété, et puis effectivement l'épargne retraite. Hein, c'est sûr, on a un horizon défini. Et on essaie de pousser ça, auprès des juges et tutelles. Allez, disons-le. Vous le faites en contrat de capi au niveau de prépare. Hein. Nous le proposons et en assurance vie, et en contrat de capi, et en plan d'épargne retraite individuel également. Pour terminer, est-ce que si je vous dis que aujourd'hui, c'est finalement le bon moment pour faire de l'eurocroissance, du fonds croissance, compte tenu des évolutions probables, même si c'est toujours difficile, des taux d'intérêt. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai cru comprendre que finalement, c'est pas inintéressant, un nouveau fonds qui se lance. Là, vous pouvez capter, donc pour le moment, vous pouvez capter du bon rendement, enfin du rendement meilleur que par le passé, qui a encore quelques mois même. Alors, évidemment, nous n'avons pas de boule de cristal, mais c'est vrai que le contexte économique actuel nous questionne, nous interroge sur l'intérêt particulier en ce moment de se positionner sur des fonds croissance. Il y a la hausse des taux, il va falloir voir effectivement s'il y a ou non stabilisation de l'inflation, mais en tout cas, on sait d'ores et déjà qu'aujourd'hui, on peut investir en obligations avec des rendements qui sont largement supérieurs à ceux que l'on avait il y a encore un an. Bien sûr. Donc, oui, ça peut être très intéressant. Et n'oublions pas, au-delà, effectivement, de la grosse poche, on va dire, d'investissement sécurisé, obligataire, etc., il y a toute cette possibilité de diversification qui n'existe pas dans le fonds euro et qui fait qu'on a vraiment là une différence notable avec cette garantie au terme de l'investissement. Vous allez un peu sur l'immobilier aujourd'hui, vous êtes oui. Alors aujourd'hui, les classes d'actifs qui sont regardées, c'est évidemment tout ce qui est investissement non coté, private equity, immobilier non coté, fonds d'infrastructure, fonds de dette, c'est regardé. On regarde également aujourd'hui pour remettre un petit peu plus d'action, on ose le dire, compte tenu du contexte actuel, les obligations convertibles aussi.
Voilà. Bien sûr. Donc, on a vraiment cette opportunité de diversification aujourd'hui qui est intéressante. Mais ça veut dire aussi que le fonds subit, de manière marginale, mais subit quand même les variations des marchés financiers. On a une vraie valeur liquidative. Et donc, là encore, c'est très important de dire, ce n'est pas un fonds dont on va dire systématiquement, il va surperformer le fonds euro. Voilà, on peut avoir des variations. Ceci dit, le contexte actuel nous semble très intéressant. D'accord. Norbert ? Oui, parce que Delphine... Time for Eurocroissance. Oui, et d'autant plus que c'est fondamental, parce que cette partie de diversification, je dirais, elle se fait sur des actifs réels, qui sont quand même les meilleurs pour, entre guillemets, suivre l'inflation. Oui. C'est un sujet du jour. Oui. Donc on est vraiment sur le produit adapté pour essayer de s'accrocher, on va dire, sur ce sujet-là. Yes, it's time. It's time. Même pour les taux, parce que c'est aussi... aujourd'hui, on a un fonds qui est, malgré le succès récent, c'est un fonds qui est en construction. Donc si on collecte des grosses masses dans le futur à des taux plus élevés, on va vite passer à ces taux plus élevés. Et on pourra avoir des garanties au terme plus élevées aussi. Donc ça semble bien orienté pour ne plus rester trop discret, on va dire. Le fonds en euros tente de résister. On trouve encore des fonds en euros où on joue un peu en prenant 100%, en donnant la garantie du brut, du net. Alors voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais par rapport au fonds croissance... Je laisserai commenter, mais ce qu'on peut retenir, et on l'a dit déjà tout à l'heure, on n'est pas obligé d'opposer. C'est probablement un fonds qui va trouver sa place parmi les autres. Chacun a ses avantages et inconvénients, mais la croissance a beaucoup d'avantages. On a aujourd'hui des fonds euros qui sont très anciens, qui ont le mérite donc de cette ancienneté, de cette structuration, mais qui du coup subissent leur inertie. Donc oui, c'est un fonds qui reste très intéressant parce que garanti en capital au jour le jour, c'est vrai qu'en période d'inflation, malheureusement, le rendement net peut être négatif, mais demain, avec la remontée des taux, les réinvestissements vont se faire avec des taux de rendement plus intéressants. Il garde tout à fait sa place. Il n'est pas destiné au même objectif qu'un fonds croissance. Donc, c'est complémentaire. Mais si on est dans une phase de forte remontée des taux, peut-être quand même préciser que le timing n'est pas mauvais, en tout cas pour le fonds croissance, même si on n'est pas sur de la gestion à court terme, mais on est évidemment sur une gestion à long terme. Je donnais des chiffres en ce début d'émission. Est-ce que ça continue, vous, en matière de collecte Oui, tout à fait. Oui. C'est un fonds qui vraiment trouve son public à l'heure actuelle. Oui. La collecte est en forte croissance et de manière continue depuis maintenant 1 an et demi. D'accord. Et donc, Lisa, vous continuez... On collecte beaucoup et sur le fonds croissance, oui. Effectivement, depuis 1 an et demi aujourd'hui, et ça s'est beaucoup accéléré cette année, oui. C'est beaucoup accéléré cette année. Donc, je pense qu'il était temps de faire ce point, Norbert, sur ce charme... comme on disait, trop discret. Oui. Trop discret de recroissance, mais ça va changer. Alors, là aussi, ça demande un petit peu de se pencher un peu sur le sujet, mais finalement, c'est quand même, on l'a dit, beaucoup moins difficile que ça ne l'a été, que les premières versions de 2003 ou 2004, je ne sais plus, qui s'appelaient Eurodiversifié à l'époque. Oui. Pour les anciens comme moi, il faut bien le dire. En tout cas, Norbert Gautron, président de Galéa, merci beaucoup pour cette nouvelle émission du Temps de comprendre, et à très bientôt. Delphine Pasquier, directrice développement Prépare Vie, merci de rapporter votre témoignage. Et puis Lisa Wilms, en tant que conseillère en gestion de patrimoine, cabinet Engage Finance, bonne collecte sur le croissance, le fonds croissance. Et alors on dit les deux, mais fonds croissance. Non, on dit le fonds croissance. On trouve les deux, peu importe, on reconnaîtra nos petits. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et nous vous redonnons bien entendu rendez-vous prochainement pour le Temps de comprendre avec Galéa. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, au revoir.